Hello, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Joanne Yangting avec Steve. Salut Steve, comment tu vas? Salut Johan, ça va super bien, je te remercie. On va parler aujourd'hui d'une grosse thématique, l'hypersensibilité. Puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, qui sont dans ce profil hypersensible. D'ailleurs, on va définir un peu ce qui est le profil hypersensible et si vous vous reconnaissez. Mais si déjà la thématique vous parle et que vous avez cliqué pour écouter, c'est que vous êtes dans la thématique. Donc du coup, on va en parler. Comment surmonter les challenges du quotidien, comment gérer son hypersensibilité et surtout aussi, et ça c'est très 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 important, puisque la majorité de l'audience qui nous écoute sont des entrepreneurs ou veulent le devenir, comment gérer ça dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est un vrai challenge et c'est quelque chose de super important. Donc déjà, Steve, avant de commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas dans mon audience? Ok, eh ben, déjà merci beaucoup pour cette interview. Je suis très content que tu sois venu vers moi pour ça. Je m'appelle Steve, j'ai créé une chaîne YouTube il y a 2 ans sur le thème de l'hypersensibilité. J'ai connu Joanne un petit peu avant où j'étais dans l'événementiel. Et juste avant d'être dans l'événementiel, j'étais enseignant. J'ai décidé de quitter la fonction publique pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que j'ai connu Joanne. Et voilà, je me suis lancé dans le marketing événementiel, les événements, etc. Et puis, je me suis rendu compte que c'était très compliqué à tenir dans le temps. Ça demande une énergie folle. Et puis, la pandémie est arrivée. Ça a un petit peu annihilé tous mes projets. J'ai eu beaucoup de remises en question, à l'extérieur comme à l'intérieur, hein. Et ça a été très bouleversant. Et ce qui m'a amené à me poser vraiment des questions très profondes sur mon identité, sur qui je suis, sur la manière dont je veux manifester mes compétences, la manière dont je veux apporter de la valeur aussi sur le marché. Ce qui m'a amené de fil en aiguille à explorer cette thématique qu'est l'hypersensibilité. Et je suis vraiment dans une démarche expérimentale, tu sais, à travers la chaîne où en fait, avant tout, j'explore des sujets sur les hypersensibilités pour moi et après, je le partage avec mon audience. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, en fait, je suis devenu créateur de contenu vraiment spécifié sur cette niche-là de l'hypersensibilité, ce qui m'amène donc à vendre des formations et à proposer des coachings ou des immersions pour retrouver un petit peu plus d'équilibre dans son quotidien et en tout cas mieux conjuguer sa vie avec l'hypersensibilité. Oui, je me rappelle bien de cette époque d'ailleurs, quand tu te lançais. En plus, je crois que tu avais suivi certains de mes programmes, on en parlait. Tu disais que tu quittais Ouais. ton job d'enseignant, tu avais commencé et boum, et après, c'est vrai qu'il y a eu tout le chamboulement. Tu avais aussi, on a eu l'occasion, enfin, tu m'avais invité pour faire un événement à Lille. Là, le fond qu'on voit, pour ceux qui voient sur YouTube, du Game Entrepreneur Live, tu étais l'un des intervenants que j'avais appelé pour Et l'événement. c'était génial. Ouais, et c'était justement avant qu'on soit enfermé chez nous. Et je me rappelle d'une anecdote que j'ai pas oubliée, qui avait peut-être ouvert la porte. C'est quand on était à Lille, avant la préparation de l'événement, pendant la tournée Game Entrepreneur, c'était en 2018. Et à l'hôtel, je te disais que j'étais dégoûté parce que j'entendais Je me des souviens. bruits de travaux. Ouais. Et c'est vrai que quand on est Et sensible sur les sens, le bruit des travaux, la perceuse et tout, ça c'est, on va en parler, mais ça c'était une anecdote qui m'est revenue de cette époque. c'est clair. Et en plus, tu étais en tournée, tu faisais plusieurs villes en France, C'est dont la ça. Belgique. Et je me souviens, c'était pas qu'à Lille. En fait, dans d'autres hôtels, tu filmais les gens par la fenêtre, tu disais, mais c'est pas possible, les mecs, ils font tous des travaux là où je suis, quoi. C'est ça, et j'avais vraiment ce mauvais karma des travaux, partout où j'allais, il y avait toujours du bruit, Ouais. et moi j'ai du mal avec le bruit. Et surtout quand on fait du contenu, parfois je tournais des vidéos, et au moment où tu ouvres la bouche, le gars il commence sa perceuse, ça c'est un grand classique. On va en reparler des anecdotes, surtout dans l'entrepreneuriat. Déjà, franchement, pour toi, c'est quoi déjà l'hypersensibilité? Et pour ceux qui nous écoutent, comment ils peuvent s'identifier dedans, comment s'y retrouver avec ce terme? Ok. Alors, d'après toutes les recherches que j'ai fait, en fait, de ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a, dans un premier temps, des prédispositions génétiques qui t'amènent en fait à avoir un système nerveux plus sensible que la moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu es réceptif à une grosse quantité d'informations que tu captes dans ton environnement, notamment le bruit. Et je pense que toi comme moi, en fait, on a une tolérance au bruit qui est relativement faible. Et ce qui caractérise vraiment le fonctionnement des personnes hypersensibles, c'est qu'elles ont des difficultés à inhiber les informations qui ne leur sont pas nécessaires. Là où une personne, on va dire entre guillemets, normopensante, arrive à inhiber ce qui n'est pas utile pour elle, ce qui est vraiment caractéristique chez une personne hypersensible, c'est qu'elle emmagasine tellement d'informations
qu'elle sent très rapidement une submersion. Et dans la tête, au bout d'un moment, ça fait un court-circuit, ce qui donne lieu donc à de la submersion émotionnelle, parce qu'il y a une trop grande quantité d'informations et au bout d'un moment, il y a un blackout dans la tête, ça bug, et ce qui fait que ça déraille, tu n'arrives plus à te concentrer, à rester focus sur quelque chose. Je te donne l'exemple au restaurant. Je me rappelle qu'on avait aussi mangé ensemble à Lille et on avait fait gaffe là où on mangeait parce qu'il y avait de la musique, il y avait des gens qui parlaient. Ce qui se passe, l'exemple typique, c'est quand tu es au restaurant, tu vas avoir une conversation avec quelqu'un. Ton attention, elle est tellement dispersée sur l'extérieur que tu n'arrives plus à te concentrer sur ce que dit la personne qui est à 50 cm de toi, mais tes oreilles, elles entendent la musique, elles entendent les conversations des autres à côté, les bruits de bouche, les assiettes et tout. C'est un cauchemar. Quand tu n'arrives pas à canaliser ça, ça peut vraiment rapidement devenir un cauchemar. D'accord. Et c'est vrai que, enfin, c'est vrai qu'il y a des situations, par exemple, comme tu en parles au restaurant, où tu as tellement de bruit, tellement de trucs qui se passent, même visuellement, des choses qui se passent que tu n'arrives pas à être vraiment focus, et t'es toujours... ça stimule et tout. Et moi, par exemple, je sais aussi qu'avec la foule, j'ai beaucoup de mal. C'est quand il y a une foule, au bout d'un moment, ça me vide mon énergie et je commence vite à me sentir... pas en blackout, mais plutôt en émotion qui devient de moins en moins contrôlable, où j'ai juste hâte de fuir la foule. Ça peut être soit de l'épuisement, soit de la colère, et j'ai hâte de quitter cette foule. Et c'est quoi pour toi les plus grands challenges quotidiens des hypersensibles? Si tu as des exemples, des choses qui sont vraiment des challenges qu'on rencontre au quotidien. Voilà, je vais rebondir exactement sur ce que tu m'as partagé. Je me souviens que quand tu étais venu à Lille, de ton hôtel jusqu'à la salle de conférence, tu m'avais confié ne pas vouloir prendre le métro pour ne pas être contaminé par l'énergie des gens, pour être dans de bonnes dispositions. Oui. Eh bien, je crois que c'est ça, en fait, le gros enjeu des personnes hypersensibles, c'est que on est rapidement des éponges émotionnelles et qu'on se laisse rapidement contaminer par les émotions, les énergies des autres. Ce qui nous amène encore une fois à être dispersés et à pas vraiment rester concentrés sur nos priorités. Et au bout d'un moment, à force d'être dispersé, en fait, tu fais des priorités des autres, les tiennes, et t'arrives plus vraiment à dissocier tes besoins de ceux des autres, parce on va aborder aussi le volet relationnel, mais très souvent, en fait, il y a tellement un besoin de validation sociale, de bien vouloir faire les choses, d'être accepté par les autres, que tu te décorrèles complètement de tes priorités. Oui. Ça, c'est un des plus gros problèmes. On s'oublie, quoi. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que l'exemple que tu as donné, moi par exemple les transports en commun, c'est juste un truc que je peux pas. Je sais que je parle beaucoup d'introversion et je crois qu'il y a souvent des parallèles entre les introvertis et les hypersensibles. Il y a souvent des similitudes. On n'est pas forcément les deux en même temps, mais souvent ceux qui sont hypersensibles sont généralement introvertis et ceux qui sont introvertis ont souvent plus tendance à être hypersensibles, même s'il y a beaucoup d'exceptions. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est ce truc de savoir s'écouter, savoir accepter son ressenti. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec le jugement des autres. Ça veut dire qu'ils ont du mal à l'exprimer parce que les autres ne comprennent pas. Parce qu'on va dire, mais pourquoi t'es comme ça, tu ne devrais pas réagir comme ça. Ou alors, un cas typique, c'est qu'on pourrait me dire, ouais, mais non, mais tu devrais prendre les transports et tout. En plus, surtout quand t'as une performance, tu dois être bien et tout, et que je sais que c'est un truc qui peut... J'ai appris à me protéger, mais malgré ça, ça peut me faire perdre plus d'énergie que je pourrais en avoir en venant autrement. C'est sûr que je vais me protéger et penser à moi pour ma prestation. Donc, je crois qu'il y a vraiment ce truc de ok, j'ai une personnalité qui est comme ça, je suis comme ça, mais les autres ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Comment gérer ce rapport avec les autres et ces remarques? Ouais, ce que tu me dis là, ça fait référence à la normalité finalement. Qu'est-ce que la normalité? En quoi visiblement est-ce un problème de mettre en place des mesures qui sont adéquates pour soi, pour son équilibre? Moi, en fait, je mets ça au premier plan et je fais de cette singularité ma propre norme. Et tant pis en fait si ça déplaît aux autres, parce que en fait, j'essaie toujours d'anticiper les conséquences si je me respecte pas. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Ça va pas m'aider à être davantage validé par les autres, parce que si je me respecte pas, je vais pas pouvoir être vraiment présent. Je vais pas pouvoir apporter une qualité de présence suffisamment intéressante pour les autres pour que ce soit intéressant dans l'échange. De fait, je préfère vraiment me privilégier, l'expliquer calmement, et puis au bout d'un moment, en fait, quand tu te privilégies et que tu répètes ces choses-là, que tu changes vraiment ce modèle de représentation de croyance et tout ça,
bah, au bout d'un moment, ça devient une normalité finalement. Il faut faire de cette singularité une normalité et arrêter aussi de s'ostraciser. On en parlait juste avant le live, de se mettre dans une case parce qu'on est hypersensible, on est des personnes vulnérables. Je suis pas d'accord en fait. Tu es hypersensible, mais tu es une personne singulière avec un fonctionnement singulier. De même que si tu es allergique au gluten, tu vas pas t'excuser de ne pas manger du gluten, quoi. Tu prends ton régime et puis voilà, c'est tout. Et je pense qu'on peut. En fait, le continuum, il est très nuancé. C'est pas soit c'est noir, t'es hypersensibilité, ou blanc, tu l'es pas. C'est des degrés. C'est des degrés, des contextes. Exactement. Et puis des sens. périodes dans ta vie. Ouais, il y a des périodes dans ta vie aussi où tu es plus vulnérable, plus sensible, et c'est OK, en fait. Je pense pas que ce soit une bonne vision d'esprit que d'anticiper toujours ce que les autres vont penser sur son propre équilibre. Parce que c'est la voie ouverte à toujours faire tes actions en fonction des autres. Oui. Et là, c'est la voie royale pour la dispersion et le désalignement. Oui, et puis moi j'aime bien aussi carrément l'exprimer. Ça veut dire exprimer besoin. C'est pas, en fait, quand quelqu'un va peut-être pas comprendre pourquoi il y a un moment où je vais être, par exemple, on est ensemble au restaurant, il y a un moment où j'arrive plus à être vraiment présent parce que je suis gêné et tout. Il y en a qui vont peut-être faire des remarques ou pas comprendre, et moi je vais dire franchement, bah là, le bruit me gêne et tout, et je suis comme ça, sans dire je suis hypersensible, juste dire ça me gêne. Bon voilà, je suis désolé, mais je suis avec vous, hein, c'est pas contre vous et tout. Mais c'est comme je dis, pour les introvertis, vous n'avez pas à vous excuser d'être comme ça, c'est juste, ok, vous avez des besoins, vous avez un fonctionnement, respectez-le. Et le fait juste parfois aussi de l'exprimer, d'exprimer vos besoins, j'ai envie de dire, si les gens ne respectent pas vos besoins, qu'est-ce que vous faites avec eux? De un. Exactement. Parce qu'en fait, je veux dire, un groupe de personnes qui au bout d'un moment ne respectent pas ce que vous exprimez, je trouve ça un peu compliqué. Généralement, les gens comprennent. Après, maintenant, ouais, c'est de pas s'excuser, de pas se justifier tout le temps et juste être comme vous êtes. Et puis d'apprendre à connaître aussi les contextes qui favorisent ça. Et bah, je sais que moi, les boîtes de nuit et tout, j'ai essayé, c'est pas mon truc. Il y a des endroits où vous irez moins, il y a des choses que vous n'allez pas faire, mais encore une fois, ça ne peut pas empêcher. Il y a des moments où vous pouvez être en capacité de le faire. Donc, il faut apprendre à jauger aussi votre niveau d'énergie, votre fonctionnement. Et par rapport à ça, est-ce que toi, tu as déjà eu des anecdotes ou des trucs où tu as peut-être eu des remarques ou des choses comme ça? Et comment tu as répondu? Ouais, tu vois, des moments inconfortables où tu pars en vacances avec un groupe d'amis. Là, c'est un cauchemar, quoi. parce que c'est tes amis et que tu as envie que ça se passe bien, mais eux, ils comprennent pas que tu as besoin, tu sais, de moments un peu seuls. Ouais. Parce que c'était pas l'idée du voyage, en fait. Et si je respecte pas ces moments de solitude, je pourrais pas avoir une qualité de présence pour les autres le reste de la journée. Et ça, c'est vraiment très, très problématique. Et comme toi, les foules, aller à un concert, c'est trop compliqué. En tout cas, les concerts où la musique est trop forte, où il y a trop de foule, où tu es tout le temps debout, c'est pas possible non plus. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, je me rassure toujours en me disant qu'il y a toujours d'autres alternatives, d'autres manières de participer à tous ces événements, en fait. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi des périodes, comme tu l'as dit, de vie. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait des concerts, ça s'est bien passé, mais je sais qu'il y a une limite. C'est qu'au bout d'un moment, Ouais. c'est bon, faut que j'y aille. Ou alors que je fasse des pauses. Mais après, il y a des fois, c'est impossible de sortir de cette foule-là. Mais apprendre aussi à jauger. Mais c'est vrai que, ouais, après, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et puis, en fait, qu'on parlait du rapport aux autres, c'est qu'il n'y a pas qu'une façon de s'amuser. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on est très bien, on est très heureux et on s'amuse, sans forcément que ça soit la vision que, on va dire, beaucoup de gens ont. C'est-à-dire que par exemple une soirée posée en petit comité, avoir des bonnes discussions et tout, c'est un gros kiff. Pour d'autres, ça va être s'éclater dans un bar et tout. Donc chacun son truc. Et pour toi, est-ce qu'il y a des façons aussi de... Tu sais, parce que quand il y a cette notion de hypersensibilité, ça veut dire qu'on se prend les trucs de façon beaucoup plus forte. Des façons de se protéger, de gérer justement ces stimulations. Ou est-ce que c'est... ok, bon, ça arrive et voilà, on le prend. Ou est-ce que tu as des petits conseils pour se protéger et gérer l'aspect émotionnel? Ouais, ça m'arrive souvent, tu sais, quand je me sens un peu brassé, quand il y a trop de monde dans la rue, comme par exemple à Porto, là en ce moment, ça bouge beaucoup. J'arrive, malgré le bruit et le mouvement surtout, d'imaginer, c'est une sorte de bouclier, de visualiser vraiment un bouclier autour de moi qui me protège. Mais plus que tout, ce qui me recentre, ce qui me fait du bien, c'est la cohérence cardiaque, c'est d'en faire régulièrement. Oui. Ça consiste simplement à réguler les battements du cœur, à avoir à nouveau une respiration régulière
Et tu sais, toute l'énergie qui est bloquée dans la sphère corticale, dans la tête, elle redescend dans le corps et tu te sens beaucoup plus ancré, beaucoup plus présent à toi. C'est beaucoup plus facile, en fait, de ressentir les choses. En tout cas, ça atteint beaucoup moins. Encore une fois, bon, là, je suis tout seul dans ce voyage-là, mais voilà, je travaille beaucoup, mais je m'accorde des moments à l'extérieur où, pareil, je suis tout seul, je cherche pas à socialiser et je pratique des moments de pleine présence. Je parle pas de méditation, je parle pas de recherche d'illumination, voilà, juste un moment, en fait, comme un petit vieux, tu sais, sur son trottoir, qui regarde, en fait, la vie couler devant lui et ou être en présence d'une fontaine et puis juste me laisser absorber par l'eau. Mais vraiment être vraiment présent et attentif à tout ce qui se passe dans mon corps. Et ça me permet vraiment de réguler cette agitation à l'intérieur. Oui, d'ailleurs, si vous pouvez pratiquer ce type d'exercice, que ce soit la respiration, cohérence cardiaque, certaines formes de méditation, on pense souvent que c'est qu'une forme, il y a plusieurs façons de méditer, mais c'est surtout, en fait, c'est la vraie façon de méditer, c'est d'être vraiment présent dans ces sens. On parle d'hypersensibilité, mais en étant plus présent aussi, c'est vous apprenez à mieux les gérer, à mieux les laisser vous traverser et pas tout vous prendre comme ça. Et je sais que il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé, et c'est le même exemple que tu as donné, c'est la bulle de protection. Et des fois où j'ai pas eu le choix de prendre les transports ou de faire des trucs comme ça, je me mettais à fond dans cette bulle. Et ça faisait la différence, parce que c'est vrai que comme j'ai un côté justement éponge, j'ai vraiment beaucoup appris à me protéger face à ça, et maintenant je prends beaucoup moins. C'est vrai que ça aide, et après en pratiquant vous allez trouver aussi différentes formes. Mais il y a un point sur lequel je voulais vraiment qu'on aille, parce que là c'était la petite introduction de façon générale, mais on parle quand même, on est dans le podcast Game Entrepreneur, on parle d'entrepreneuriat et hypersensibilité. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que j'ai tellement de personnes qui m'ont dit « Moi, j'ai arrêté parce que je supportais plus. Je ne supportais plus les critiques, je ne supportais plus l'agitation, m'exposer, je ne supportais plus la pression, etc. » C'est un beau sujet, donc on va le prendre déjà dans une première forme. C'est pour toi, en tant que, maintenant que tu es entrepreneur depuis quelques années, que tu es lancé dans le game. Grâce à toi. Oui. En partie. mais je me rappelle bien cette période et tout, mais voilà, tu as passé de professeur et te lancer. Et c'est vrai qu'on a eu des discussions à l'époque par rapport à ça, quand tu me parlais de gérer l'audience, le rapport à l'audience. Maintenant, en plus, tu as une chaîne YouTube qui marche plutôt bien, donc tu as du monde qui te suit. Et quand on est hypersensible, il faut apprendre à gérer ça. Donc on va en parler. C'est quoi les plus grands challenges que tu as rencontrés déjà en tant qu'entrepreneur dans le business, en tant qu'hypersensible? Je fais un peu la même chose que toi, c'est-à-dire que je vends des produits d'information et je suis tout seul, en fait. Moi, pour me concernant, je suis tout seul à la tête de mon business et c'est vrai que là, je suis un chef d'orchestre, et grâce à tes super formations, déjà, j'ai réussi à développer plus d'efficacité, à faire les choses dans un temps donné, dans un espace circoncis aussi. Mais le plus gros danger, c'est l'épuisement, c'est la dispersion. C'est-à-dire qu'au début, en fait, tu dois générer ton audience, tu dois créer du contenu de qualité, faut faire rentrer l'argent, donc faut créer des formations, faut savoir vraiment ce que veut ton audience, donc faut se soucier d'elle, faut échanger avec elle. Et puis, tu as toutes ces problématiques avec... au début, quand tu commences, ce qui est normal, un peu, tu te sens un peu en imposture par rapport à des sujets que tu partages, tu amènes, parce que évidemment, tu es en dilettante, c'est nouveau. Et voilà, c'est un mélange de tout ça. Et à la longue, là, ça fait 2 ans que je publie 3 vidéos par semaine. Ça va faire 2 ans. C'est un bon rythme. Ouais, c'est un bon rythme. On en avait parlé quand on s'était vu l'année dernière en décembre. Voilà, le challenge, c'est vraiment de rester régulier et de ménager son énergie. Ça, c'est vraiment le plus chaud, mais quand même, j'y arrive parce que je mets en place des stratégies de travail qui font que ça va, j'arrive quand même à ne pas m'épuiser. Oui, et puis c'est une question d'organisation, de rythme. Et j'ai même à une époque publié une vidéo par jour. Mais c'est un truc qui est quand même marrant, c'est que je trouvais, et ça va paraître très bizarre pour beaucoup d'entre vous, c'est plus facile pour moi de publier tous les jours que de publier une fois par semaine ou de temps en temps. Parce qu'en fait, tu as un rythme. Et quand tu as un rythme et que tu t'imposes quelque chose, tu trouves l'organisation pour pouvoir le faire, pour tout optimiser, pour que ça te prenne le moins d'énergie possible. Exactement, tu es en mode effectuation, c'est-à-dire que tu ne te poses pas 10 000 questions, tu n'essaies pas d'être dans le versant perfectionniste, oui. Tu fais juste ce qu'il y a à faire en fait. C'est ça. Et est-ce que tu as eu des challenges liés à peut-être
l'audience ou le rapport avec les prospects, les clients, avec les viewers sur YouTube, avec les haters peut-être si t'en as? Bah, généralement, j'ai une communauté vachement bienveillante. Et c'est pas pour m'offrir des fleurs, mais je pense que je vais pas trop au clash non plus dans les vidéos. Les fois où je le fais, bah, ça me revient en pleine figure. Euh, donc voilà. Après, oui, voilà, les défis que je peux rencontrer, c'est que on me dit, ouais, mais vous n'êtes pas psychologue, vous n'avez aucune légitimité. Et t'as beau faire du contenu bien travaillé, de te renseigner, de partager ton expérience personnelle et tout, il y a toujours des personnes qui vont revenir remettre en cause en fait ta légitimité. Et cet après-midi, tu vois, juste avant qu'on se retrouve, il y a pareil, il y a une personne qui me dit, j'ai fait des recherches sur vous en fait, mais comment vous pouvez faire autant de contenu sur YouTube sans être psychologue? À ceci, je lui ai répondu en fait, est-ce que j'ai besoin d'être psychologue pour partager du contenu en fait? Et je pars du postulat en fait que j'ai des problématiques personnelles et bah, je travaille sur moi pour les déverrouiller et après je partage mes résultats. Et j'avance jamais avec prétention que je suis psychologue sur les réseaux quoi. Et je suis vachement honnête dans ma démarche en plus. Je partage beaucoup ma vulnérabilité. Certains en profitent, mais bon, ça dure jamais très longtemps. Et puis voilà. Et puis l'autre challenge que je peux rencontrer aussi, on en a parlé tout à l'heure également, c'est les personnes qui utilisent cette étiquette qu'est l'hypersensibilité comme raison à tous leurs échecs, toutes leurs souffrances, tu sais, toutes leurs douleurs. Et ça, c'est compliqué en fait de changer un petit peu le référentiel et de faire entendre que cette hypersensibilité, justement, si j'en parle autant, c'est qu'elle peut vraiment devenir un levier d'évolution si on sait la prendre du bon côté, si on accepte en tout cas de conjuguer avec elle. Oui, et puis ça, c'est un grand classique du dev perso que je vois depuis des années, c'est que des personnes vont utiliser peut-être des étiquettes ou des cases comme une excuse. Je sais que moi, pour avoir traité la multipotentialité maintenant depuis plusieurs années, il y en a qui vont dire mais c'est parce que je suis multipotentiel, j'arrive pas à aller au bout de mes trucs, etc. Non, c'est pas parce que tu es multipotentiel, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé soit ton truc, t'es pas bien organisé, ou t'as pas encore vraiment réussi à trouver t'aligner sur la bonne mission. Peu importe, il y a une cause plus profonde, mais c'est pas parce que t'es multipotentiel, c'est pas parce que t'es introverti que ça explique pourquoi t'as du mal à créer du lien avec les autres. Parce que bien tourné, tu peux encore plus créer du lien profond avec les autres. Ça, c'est un classique. C'est que les gens aiment bien utiliser une étiquette et utiliser comme excuse et se cacher derrière, plutôt que de comprendre que c'est un outil de compréhension de soi. Et d'ailleurs, c'est même pas une étiquette, hein, c'est un outil, c'est un adjectif pour savoir qu'on a une personnalité comme ça. Et à partir de ça, comment en faire une force, comment limiter les impacts de ce dont on a parlé, qui sont des blocages, des challenges, et comment vivre avec, et comment être bien avec. Et alors, pour revenir sur la partie légitimité, il y a tellement de personnes qui parlent d'hypersensibilité sans être des psychologues. Il y a des psychologues qui le traitent très bien, il y en a qui ne sont pas psychologues qui le traitent très bien, il y a même des philosophes qui en parlent. Donc il y a un moment, ça c'est un grand classique, hein. Les gens qui vont remettre en question votre légitimité, vous en aurez toujours. Moi j'en ai tout le temps, hein. Il y en a qui me disent mais qui vous êtes pour faire un test sur la multipotentialité, qui vous êtes pour parler de business. Et t'as beau leur dire ouais, encore un qui sort de nulle part, t'as beau leur dire mais je suis actif depuis plus d'une décennie. Ouais, mais t'as quel diplôme? Ah, bah j'ai un bac plus 5 en commerce. Ah, ouais, mais c'est quelle école? Ouais, je suis allé à Berkeley aussi. Ah, mais ouais, mais non, ça veut rien dire. Tu sais, à un moment, t'as beau leur donner tous les trucs, ils vont remettre en question. Donc, il y a un moment, tu comprends que ça sert à rien. Exactement. Et ce qui compte, en fait, c'est la valeur que tu apportes. En plus, tu peux très bien te sourcer, tu peux très bien donner. En fait, en posture de partage d'expérience, en plus, t'es pas le même rôle qu'un psychologue. Un psychologue va pas faire des vidéos YouTube. Tu peux être psychologue, faire des vidéos, mais tu peux pas traiter des cas de psychologie en vidéo parce que c'est un échange. C'est comme tu fais pas un consulting à travers une vidéo. Une vidéo, tu te donnes des conseils, mais t'es pas en mode échange avec la personne personnalisée. Donc ça. Mais bon, on va pas rééduquer le Internet, mais déjà, c'est une réalité. Et est-ce que tu as aussi, est-ce que tu arrives à gérer, de façon globale, l'audience? Ça veut dire, si tu es beaucoup sollicité, tes clients qui t'envoient des messages et tout, est-ce que tu arrives à bien le gérer ou est-ce que c'est parfois un peu dur dans l'aspect émotionnel? Ouais, ça peut être dur par moment parce que je déteste laisser des personnes en attente. C'est très égocentré en fait, mais je t'en ai déjà entendu parler pas mal en fait. C'est que
tu vois, dès que je reçois des commentaires, en fait, je déteste en fait laisser les commentaires sans y répondre Ouais. parce que je déteste l'accumulation. Donc je me dis, Mm. au plus vite je le fais, au plus vite je m'en débarrasse. Ouais. Ce qui fait que des fois, ça m'arrive de répondre à des commentaires à 23h ou minuit si je dors pas. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout Ouais, c'est parce pas que bien je me pour les. respecte pas. Ouais. Ouais, Et, là, c'est vrai que c'est. Quand t'as ce truc-là, ça fait un peu presque comme une sorte de FOMO et en même temps de tâches non accomplies. Moi, ce qui exact. m'a aidé à sortir de ça, c'est vraiment de m'imposer un cadre juste pour le faire. Pendant ce moment-là, je fais ça et le reste du temps, bah, c'est pas adapté à ça. Mais je sais que Ouais. quoi qu'il arrive, il y aura ce moment qui va arriver et ce moment-là, je vais traiter ça. Le fait de savoir que ce sera traité, c'est ok. Si tu sais pas quand tu vas le traiter et que tu vas absolument répondre, voilà. Mais c'est vrai qu'on peut vite être submergé et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ces profils-là qui sont tellement accessibles, tellement ouverts, qui veulent tellement répondre qu'au bout d'un moment, ils se disent c'est bon, je plaque tout, foutez-moi la paix, plus personne me Ah parle. ouais. Et c'est ça, t'as l'entourage aussi. Moi, c'est mon entourage Oui, qui me fait rendre compte de ça en me disant, mais t'as tout le temps le nez dans ton travail, il faut que tu décroches parce que là, ouais, c'est vrai que ça m'enlève aussi, c'est le problème en fait d'être solopreneur et de travailler sur le web, moi, en tout cas, j'ai du mal à décrocher. Ça, c'est ouais. un de mes gros points de vulnérabilité. J'ai énormément de mal à décrocher de mon travail. Oui, mais c'est quand même important de le faire parce que même pour la créativité, même pour son rythme personnel, tu as plus de plaisir à revenir parce que quand tu commences à saturer, parfois tu peux même, surtout quand tu es sensible, tu peux commencer malgré toi, c'est vraiment ta perception, parfois même à détester les gens. Alors que c'est pas contre eux. Ouais. Mais c'est juste que tu vois tellement de trucs, t'en prends tellement de commentaires, d'échanges et tout, que t'en peux plus des gens. Et tu C'est te dis, vrai. bon là c'est bon, j'aimerais bien être en paix. Donc c'est important d'avoir ces moments de paix justement, de déconnexion. Et au-delà de ça, est-ce que tu as déjà aussi, enfin ça c'est un point aussi que j'ai vu pas mal de la part des hypersensibles dans l'entrepreneuriat, c'est la gestion, le rapport, là on a parlé de l'audience, des clients et tout, le rapport au marché, à la concurrence. Et je sais que beaucoup ont du mal et abandonnent parce qu'ils ont un dilemme de valeur, un décalage de valeur. Tu l'as dit, toi, tu Ouais. avais une posture vulnérable, tu fais de ton mieux, etc. Mais il y en a quand même dans tous les marchés, surtout ces thématiques-là, qui racontent pour le coup vraiment n'importe quoi ou qui profitent un peu de la faiblesse des gens. Euh, Comment tu arrives à gérer ce rapport avec ton marché? Quel est le rapport que tu as avec eux? Euh, Encore une fois, j'applique un conseil que tu donnais. Et à l'époque, je me souviens quand j'étais dans le marketing événementiel, je le faisais parce que je savais le faire, mais j'étais pas à ma place parce que j'aimais pas tant que ça. Et mon gros problème, c'est que je regardais tout le temps ce que faisaient les autres. Ouais, Et au bout d'un moment, ça te contamine tellement que tu n'arrives plus à vraiment euh, mettre en avant l'essence de ton message. Parce que tu te dis, ah, un tel, il a dit ça de cette manière-là. Un tel, ouais. il a dit ça de cette manière. Et quand j'étais dans le marketing, c'était un cauchemar, je te jure, parce que j'avais trop de mal, en fait, à me positionner. Et au lieu de parler de moi, je reprenais les mots, les expressions, les formules des autres, ce qui me ressemblait pas du tout. Et à partir du moment où voilà, j'ai parlé d'hypersensibilité, effectivement, il y a beaucoup de concurrence. Tu as des gens comme Fabrice Midal, tu as Antoine Pétavin qui peut l'aborder, puis tu as plein d'autres youtubeurs que je connais pas trop, qui commencent à avoir une bonne audience qui en parlent aussi. Mais si je commence à regarder ça, moi, je vais complètement me perdre. En fait, Oui, je vais plus savoir pourquoi je fais ça. Et c'est justement là où on met le doigt, où c'est important, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu transmets ton message, et ton pourquoi il part de l'intérieur. Et ton oui. intérieur, bah, il se crée avec ton histoire, avec tes valeurs, avec tes convictions, et c'est ça qu'il faut partager. Il faut absolument pas se disperser et, en tout cas, emprunter du contenu ou des choses qui t'appartiennent pas. Oui, et puis surtout que chacun a une personnalité, comme on appelle un branding, une Ouais, approche qui va être différente. Je sais pas, un Fabrice Midal, bon, c'est vrai qu'il est très connu depuis très longtemps, mais il va attirer un certain type de profil, et peut-être que d'autres vont venir vers toi, et qui vont peut-être s'y retrouver dans les deux, et peut-être dans un et pas dans l'autre, et vice versa. Et ouais, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que, enfin, même moi qui suis dans une thématique où c'est ultra concurrentiel, moi je sais à qui je parle pas, quelles sont mes valeurs. J'essaie de pas trop regarder ce que font les autres, parce que ça me saoule, et deux, ça influence, comme tu l'as dit, t'as tout le temps, dès que tu vois un truc, t'as envie de réagir. T'es en mode réactif. Ah, il a dit ça, il a raconté une connerie, donc du coup, je vais faire un contenu pour contre-attaquer. Mais en fait, t'es pas dans une posture de création. T'es pas focalisé sur l'essentiel, c'est quoi ton message, c'est quoi ta cause, comme tu l'as dit, ton pourquoi, et surtout, c'est qui ton audience. C'est à qui tu parles, avec qui t'as envie d'interagir. Donc, je crois que c'est
Ouais, c'est pertinent ce que tu dis parce que dans l'entrepreneuriat, quand on est très sensible comme ça, on peut vite aspirer son énergie en étant à l'extérieur, à voir les concurrents, à voir Ouais. ce que font, trop vouloir aussi répondre à tous les clients ou à l'audience. Il y a une erreur aussi qui vient souvent, c'est de tout le temps vouloir, dès que les clients ou l'audience demandent quelque chose, de toujours vouloir répondre tout de suite. Et dans l'événementiel, je pense que tu as dû le réaliser, c'est que Ah ouais, ouais. les gens, ils C'est demandent beaucoup des de temps. trucs, ils demandent des events et tout, et quand tu le fais, c'est les premiers à avoir aquaponé et pas être disponible. Ça, c'est un classique. Complètement. Oui. Et du coup, là maintenant, je voudrais savoir, c'est quoi, en gros, tes futurs projets, c'est comment tu vois l'avenir dans ton activité sur cette thématique-là, mais aussi de façon plus globale. Euh, en fait, tu vois, j'aborde l'hypersensibilité, mais j'aborde surtout des thématiques satellites à l'hypersensibilité, notamment la confiance en soi, l'intelligence émotionnelle, la gestion du stress, la gestion de la colère, l'affirmation de soi, trouver sa vocation. Et Oui. en fait, j'arrive toujours à corréler plein de thématiques satellites autour de ça. Donc, j'ai envie de continuer parce que c'est mon cheminement personnel. Je pense que par la suite, dans le cheminement logique des choses, quand je deviendrai papa, j'aborderai la parentalité, tu vois. Oui. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et puis, pour la mise en forme, j'ai déjà fait l'année dernière des immersions, mais en one-to-one, en individuel. Je voulais me chauffer comme ça pour développer ma zone de confort, commencer petit toujours. Et je pense que là, j'ai vraiment envie d'accueillir des petits groupes, mais vraiment pas grands, hein, peut-être De toute pas façon, plus de ta 5 personnes. thématique, tu pourras pas faire des grands trucs avec de la grande musique où tout le Ouais, monde tape non. dans les mains. Donc là, c'est sûr. Ah ouais, non, c'est clair. Je parle même pas d'événements là, je parle vraiment de Oui. petites conférences. Ça me plairait vraiment. Enfin, des petites immersions plutôt sur une journée ou sur un week-end dans un cadre naturel, tu vois, la campagne, ça pourrait être cool. Et puis, euh, et puis j'aimerais bien m'intéresser à l'instar de ce que tu avais fait avec le Game Entrepreneur, à en fait avoir une approche transversale et en fait à s'intéresser à des artistes, à des écrivains et tout Oui. ça, pas que des entrepreneurs ou pas que des personnes dans le dev perso, mais vraiment des personnes qui ont illustré à travers leur parcours de vie vraiment le développement d'une force manifeste qu'ils ont su vraiment développer. Oui. Et ça Et c'est m'intéresse. vrai en plus qu'il y a beaucoup de grands artistes et tout qui sont très sensibles et qui utilisent ça pour créer. Et encore une fois, le grand message que j'ai envie, parce que toi, tu abordes beaucoup l'hypersensibilité, j'aborde beaucoup, moi, l'introversion, la multipotentialité. Et c'est des thématiques, en fait, où, comme on vous l'a dit, le but, c'est pas de vous coller des étiquettes ou mettre dans des cases et tout, c'est de comprendre un fonctionnement qui est souvent considéré comme atypique. Heureusement, aujourd'hui, avec des gens comme toi et d'autres, ça commence à être plus reconnu. Et les gens commencent à de plus en plus l'assumer, le comprendre et c'est accepté. Peut-être que bientôt ce sera plus être atypique, ce sera être juste un être humain normal et c'est ce qu'on a C'est- envie en fait. Et c'est ce que je pense en fait Ben finalement. oui, nous sommes Au fond de tous. moi, c'est ce que je pense. Ben oui, et c'est ça, c'est que c'est atypique parce que la société pour l'instant le met un petit peu à part, mais en fait, dès que ce sera accepté, c'est là que ça permettra justement de comprendre que vos différences c'est une force et que cette personnalité-là peut être utilisée pour manifester des belles choses. Est-ce que tu auras un conseil, un mot pour finir à transmettre à ceux qui nous écoutent? Ouais, pour être dans la continuité de ce que tu dis, en fait, je fais de cette hypersensibilité une normalité et je considère que ce qui crée du contraste entre ce fonctionnement et puis le reste des gens qu'on dit normaux, en fait, moi je considère qu'on vit dans un monde, je sais plus, ça vient pas de moi, je l'ai lu quelque part, mais je connais plus la source, on vit dans un monde hyposensible. Et quand tu regardes la réalité de la vie au travail, de la vie, donc comment elle s'organise dans la société, c'est vrai qu'il y a peu d'empathie quand même, hein. Oui, Il y a le lien social aussi. Moi, ça me choque en fait. Là, ça fait 2 mois que je suis parti. Je suis passé par l'Espagne, au Portugal. Je dis pas que c'est des sociétés parfaites, c'est des sociétés européennes, occidentales, mais quand même, tu vois déjà, il y a plus de parcs. Les gens, ils crient moins. T'as pas des voitures qui gueulent dans tous les sens. Les gens, tu sens moins l'agressivité dans la rue et tout. oui, Et je pense que le monde est agencé d'une manière où il y a de moins en moins d'humains. Et finalement, être hypersensible, pour moi, c'est juste être simplement humain et simplement en phase avec ses émotions. Et peut-être que pour des sociétés occidentales comme nous, si on considère d'autres sociétés, peut-être comme je ne saurais pas te dire lesquelles, peut-être des sociétés en Afrique ou je sais pas, on pourrait les considérer comme hypersensibles, mais finalement, elles sont carrément normales. Tu regardes les pays latins, c'est des gens qui sont énormément
dans l'expression des émotions, dans l'empathie, dans le lien social. C'est pas des gens atypiques, anormaux, c'est juste des gens qui vivent et qui se laissent traverser beaucoup plus facilement par leurs émotions. Oui, et puis donc c'est vrai que ouais. on est quand même, en plus, les dernières années n'ont pas aidé pour ça. Les gens sont beaucoup plus centrés sur eux. Il y a beaucoup moins de civisme, même beaucoup d'agressivité. Et c'est vrai qu'avoir cette sensibilité, cette empathie, se mettre à la place des autres, je crois que beaucoup l'ont perdu. Moi, pour accompagner les gens dans le business, je suis choqué qu'on ait beaucoup qui n'arrivent même pas à avoir d'empathie avec leurs clients, qui n'arrivent pas à comprendre, à avoir cette sensibilité de ok, comment il se sent en ce moment, qu'est-ce qu'il a vraiment, de quoi il a vraiment envie. Mais ça, c'est ultra important quand on vend, quand on fait du marketing, de comprendre l'état d'esprit. Et c'est pour ça que même quand le marché était vraiment extrêmement tendu, moi je continuais encore aujourd'hui parce que je suis connecté à mes clients, justement. Et je vais au-delà juste faire du marketing et tout. Je veux vraiment comprendre dans quel état d'esprit sont les gens, ressentir ce qu'ils ressentent, être en empathie et leur donner vraiment de la valeur par rapport à ça. Et plutôt que de balancer, bourriner du marketing, comme si de rien n'était. Et je pense que ça, c'est un exemple dans le business, mais aussi dans la vie, c'est important de le retrouver. Complètement. Et Complètement. du coup, oui. Ouais, c'est ce qui permet de toute façon de créer du contenu de qualité. Encore une fois, c'est ton secteur, c'est vraiment une manière de se différencier en mettant en place cette singularité, cette manière d'être qui est vraiment personnelle. Oui. Et je pense que c'est ce qui fait justement la différence. Parce que personnellement, je m'estime pas un grand orateur. Mes vidéos, c'est vraiment pas de la grande qualité. Je suis pas vidéaste. Je suis pas youtubeur non plus. Je suis juste quelqu'un qui partage des choses avec sincérité, autant que je peux, en tout cas sur les réseaux. Et c'est ça, je pense, qui m'a permis de tirer mon épingle du jeu quand j'ai commencé à faire du contenu sur la chaîne. Oui, et puis pour connaître un peu les coulisses du milieu du marketing, beaucoup cherchent la recette qui marche et tout. Mais en fait, ils comprennent pas que il y a toute cette notion, les gens veulent voir des humains en fait. Ouais, la proximité, ouais. C'est ça, ils veulent juste des humains à qui faire confiance. Donc la confiance, c'est de l'humain. Donc c'est vrai que c'est pour ça que faire revenir ça et l'assumer, c'est bien. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as une actualité à partager pour la suite? Eh bien, simplement sur la chaîne YouTube Steve Jorion, c'est écrit en majuscule. Et puis voilà, c'est tout. C'est mon canal principal d'expression. J'aurais pu en avoir d'autres, mais je préfère me concentrer sur ce qui est fluide, sur ce qui marche. Et puis sur sur YouTube, vous pourrez voir aussi, il y a des liens Telegram si vous voulez un petit peu voir les coulisses. Je partage des audios dans mes voyages et tout ça. Et puis voilà. Et puis en ce moment, je crée du contenu sur la gestion de la colère. Ouais. Et c'est la thématique du moment. Et chaque mois, je change de thématique. Et donc, si vous êtes intéressé, vous verrez l'évolution au fil des semaines. Super, je mettrai les liens en descriptif. En tout cas, merci beaucoup. C'était un petit partage. C'est vrai que c'est un énorme sujet, donc j'ai voulu qu'on aborde les points principaux. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à, si vous regardez sur YouTube, à les mettre en commentaire. Et si vous avez écouté en podcast, à les envoyer, que ce soit sur Instagram ou aller sur YouTube pour les poster. Et on sera ravis avec Steve d'y répondre. Merci à toi. Yes. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour finir, pour clôturer? Restez fidèle à vous-même et essayez pas de... Évidemment, moi, je me suis beaucoup inspiré de modèles comme toi, en fait. J'admire énormément ta productivité, ton efficacité, ta manière aussi d'être simplement singulier. C'est ce qui m'a beaucoup inspiré. Après, tout l'enjeu était de le faire à ma sauce. Ça m'a pris du temps parce que je te connais depuis un moment, hein, depuis 2017 ou 2018. Et pour moi, ça a commencé à décoller en 2021. Ce qui m'a vraiment permis d'être beaucoup plus successful dans mon business et de vraiment répéter des actions tout en restant fidèle à son énergie, à ses valeurs, à ses principes. Et c'est comme ça qu'en fait la boule de neige va grossir progressivement. Et il y a évidemment un travail de patience pour être sûr d'être dans la bonne direction. Encore une fois, il faut rester fidèle à soi-même et ne pas essayer de reproduire des modèles que vous voyez à gauche ou à droite, mais faire les choses à votre manière, évidemment en s'éduquant au préalable pour avoir les bons outils, la bonne manière de les utiliser. Mais après, faites-vous confiance. Il n'y a pas une manière de faire, il y a autant de personnes que de manières de partager de la valeur ou du contenu. Et c'est ça qui fait vraiment la richesse, c'est qu'on recherche de la proximité. Les gens cherchent simplement à pouvoir s'identifier.
Donc, si vous êtes en mode automatique en train d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, ça va être froid, ça va pas être consistant. N'ayez pas peur d'être imparfait. C'est justement tout. Ça veut pas dire qu'il faut bâcler le travail, mais c'est toute votre imperfection, tout ce qui est un petit peu bancal qui va vous rendre beaucoup plus humain. Et n'hésitez pas à jouer dessus avec sincérité et à vraiment en faire un facteur de différenciation. Voilà. Merci beaucoup. Soyez vous-même. Merci Steve. À bientôt dans un nouvel épisode. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté le podcast. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à laisser vos petits retours, vos likes sur YouTube, vos étoiles sur iTunes. Et moi, je serai très heureux de vous retrouver dans les prochains épisodes. À très bientôt. Ciao.